Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Ici Hamid Si Ahmed. C'est pour le compte du journal L'Initiative. Pour notre troisième podcast, nous sommes en compagnie de Hugo Laporte, du baryton Hugo Laporte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation, c'est un grand plaisir. Voilà, nous sommes honorés de votre présence. Hugo Laporte, vous êtes lauréat de nombreux concours, dont le premier prix au concours de musique du Canada. Vous avez incarné le rôle-titre de Fantôme de l'Opéra au Théâtre Saint-Denis de Montréal et au Grand Théâtre du Québec, janvier 2020. Là, c'était avant le début de la pandémie. Ouais. Donc, c'est votre dernier passage sur scène avec un grand public, c'est ça? Oui, on peut dire ça. J'ai eu quelques concerts là, entre le fantôme puis la pandémie, mais presque pratiquement rien. Là, je me souviens même plus parce qu'après la pandémie, je m'en allais pour la Scala c'est-à-dire qu'après le fantôme, je m'en allais pour la Scala de Milan. Puis Ça a été reporté. euh, et le spectacle a été complètement carrément annulé là. Du coup, Donc, c'était ma première production à la Scala, ça a été annulé, mais j'y retournerai, là, c'est certain. je pense que Ils m'ont c'est déjà promis d'autres engagements. 2023 ou bien avant. Ouais, c'est ça. En fait, ils m'ont offert plusieurs trucs. Vous doutez bien que je peux pas donner tous les détails, mais ils m'ont offert plusieurs trucs, mais j'ai pu accepter un truc pour un rôle pour 2023 qui m'ont demandé de ne pas révéler, mais bon, il y en a qui ont entendu des rumeurs, là, mais bon, c'est un rôle, un opéra français là, pour 2023. Je suis très content. Peut-être qu'il y en aura d'autres avant, d'autres. Il y en aura sûrement d'autres après. Là. Mais la Scala de Milan, on peut considérer comme étant vos grands débuts au niveau international, c'est ça? Ouais, on peut dire ça parce que j'ai fait peut-être une ou deux dizaines d'engagements en Europe, en Asie, mais dans les plus petites compagnies. Là. Pour ce qui est des très grandes compagnies, la Scala, c'est la première. Ouais. Ouais. Par le passé, beaucoup de rôles vous ont été attribués et comme vous venez de le préciser, vous avez été invité en concert au Canada et dans d'autres pays, notamment la Chine et la Russie. Vous détenez une maîtrise en musique avec mention au tableau d'honneur. Vous avez été coaché par des professeurs réputés. Vous êtes actuellement représenté par l'agence LM Opéra, dont la directrice fondatrice n'est autre que Leila Marie-Chelfoun, que nous saluons pour l'occasion. Directrice également du Festival Opéra des Grandes Laurentides, avec qui vous avez animé l'été dernier euh, des concerts virtuels. Donc, parmi vos prochains rendez-vous, vous serez soliste, vous me corrigez si je me trompe, du Messie de Handel avec l'Orchestre classique de Montréal, sous la direction du grand maestro Boris Brod, le 8 décembre prochain. Tout à fait. Oui, oui, à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal, qui est un lieu de pèlerinage très connu. Là. Du 20 au 27 décembre prochain, vous animerez des concerts aux côtés de la soprano Vanessa Kron et le pianiste Holly Crocker. C'est ça? C'est- Oui, ça, c'est un concert qu'on a déjà, on vient tout juste d'enregistrer, c'est tout frais, puis qui va être diffusé là, dans quelques semaines. Ouais. Voilà. Et vous incarnerez, comme on vient non, on ne l'a pas abordé ça, vous incarnerez le rôle du comte Almaviva dans le Nausée des Figaro de Mozart à l'Opéra de Montréal en mai 2021. Donc là, Ouais, on tout parle à fait. des prochains rendez-vous qui vous attendent. Donc, notre première question, qui est Hugo Laporte? Pour ceux qui ne vous connaissent pas. Voilà. Donc, euh, c'est, comment dire, se présenter en quelques minutes, c'est très difficile, vous pouvez vous en douter, mais je devrais répondre plutôt qui est Hugo Laporte, qui est le baryton Hugo Laporte, on pourrait même préciser. Ça permettrait peut-être de simplifier les choses. Euh, En fait, moi, je suis baryton, mais je suis pas.
je suis pas un chanteur qui a commencé, disons, très jeune à rêver d'être chanteur. Il y en a qui sont tout petits et déjà qui rêvent de devenir des chanteurs, soit de rock ou soit d'opéra. Pour mon cas, j'ai commencé comme musicien tout simplement vers l'âge de 6 ans. J'ai commencé à prendre des cours de musique, puis à faire de la musique bon, à travers les années. Mais moi, avant tout, je suis un musicien. Ça, je tiens des fois à le rappeler aux gens parce que souvent, le chanteur, comment dire, les gens, le public aime beaucoup les chanteurs, mais certains, des fois, ont comment dire, ils pensent que les chanteurs, c'est des gens avec des grosses personnalités puis qui aiment beaucoup se faire voir, se faire entendre, qui aiment être sur la scène. Et certes, c'est vrai que j'aime être sur la scène, mais avant tout, j'aime faire de la musique. Donc, moi, je suis vraiment un passionné de musique, avant tout. Et j'ai aussi toujours aimé un peu le théâtre. Ça n'a jamais été, je dirais, une passion là, aussi forte que la musique, mais ça m'a toujours quelque chose qui m'a intéressé, le drame, la littérature, le théâtre. Donc, c'est comme un peu un bon mélange là, de tout ça. Je pense on va avoir l'occasion un peu plus tard, probablement, de parler de mon cheminement, là. Mais je dirais vraiment mentionner que je suis un passionné de musique avant tout, puis c'est quelque chose qui a toujours été dans ma vie, qui va toujours l'être. Oui, c'est bien que vous ayez abordé le fait que vous ayez commencé par la musique. Moi, d'après mes recherches, vous avez appris le violon et la trompette. C'est ça. Oui, exactement. Ouais, j'ai commencé le violon, donc je disais, j'ai commencé les cours de musique à 6 ans. Euh, J'aurais commencé le violon à 6 ans, cependant, il restait plus de place dans la classe de violon. Donc, j'ai dû attendre la prochaine session qui débutait à l'automne. Et puis, donc, j'ai commencé le violon à 7 ans. Et puis, c'est ça, j'ai commencé le violon à 7 ans. J'ai joué du violon pendant à peu près 5-6 ans. Puis, qu'est-ce qui m'a fait arrêter? C'est pas la perte de passion pour la musique, mais c'est simplement la pratique. Parce que vous savez que quand on est enfant, comment dire, développer une certaine rigueur dans l'apprentissage d'un instrument ou dans l'apprentissage de quoi que ce soit, là, réellement, c'est difficile. Puis ça demande beaucoup d'énergie des parents. Et puis mes parents ont eu 5 enfants, donc j'étais le deuxième des 5 enfants. Puis les parents, ils peuvent pas passer leur soirée à insister pour que leur enfant joue l'instrument contre son gré. Là, tu sais. Et j'avais perdu un peu le goût. Mais par la suite, j'ai continué à écouter de la musique, beaucoup, toutes sortes de musique, mais évidemment la musique classique principalement. Puis ensuite, le violon, en fait, est arrivé à peu près au moment où j'ai arrêté, pas le violon, c'est-à-dire la trompette est arrivée à peu près au moment où j'ai arrêté le violon. Euh, Parce que je rentrais au secondaire. Au secondaire, on rentre là à 12-13 ans. Puis à l'école, il fallait prendre des cours de musique. Puis bon, la prof de musique a vu que j'étais musicien, tout ça. Puis elle voulait me faire jouer du violon, mais moi je voulais pas. Donc finalement, j'ai essayé plusieurs autres instruments. J'ai essayé la clarinette, je trouvais ça trop difficile. J'ai essayé le violon, pas le violon, trompette, violon, je suis toujours en train de me mêler. J'ai essayé la trompette, puis j'ai aimé ça. On était deux, j'avais un ami aussi avec qui je jouais de la trompette. J'ai beaucoup aimé ça. Fait que j'ai joué ça un peu tout secondaire. Mais je dirais que jusqu'à l'âge de 16 ans environ, 16-17 ans, la musique, ça a toujours été comme seulement un passe-temps vraiment, là. Bon, Ça a commencé, les choses sérieuses ont débuté plus vers 16 ans, là. mais d'où vient votre passion pour l'art lyrique, pour l'opéra? Ouais. En fait, la passion n'est pas venue de moi-même. Je pense que souvent, on a un élément déclencheur qui est externe à nous-mêmes. C'est mon cas. Donc, justement, j'étais à la fin du secondaire. Donc, secondaire, on a 5 années. Et puis, après le secondaire, il faut décider dans quoi on va étudier. Si on veut être médecin, si on veut être avocat, si on veut être ingénieur. Là, je donne les trois grands métiers. Là, mais en fait, il faut choisir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Puis moi, à l'école, j'étais un peu bon dans tout. J'avais pas vraiment de force particulière à l'école, à part la musique. Donc, j'ai une prof de musique, là, en fait, celle qui m'a enseigné la musique au tout début, Eve Amélie, quand j'avais 6 ans. Je lui ai parlé de ça parce qu'on
on se côtoie un peu, puis je prenais des cours de piano avec elle, puis on s'est parlé de ça. J'ai dit, bon, je sais pas quoi faire au cégep, je sais pas quoi faire à l'université. Ben, elle a dit, ben, t'es musicien depuis, quoi, ça fait 10 ans que tu fais de la musique, pourquoi tu voudrais pas devenir musicien, justement? Puis là, on pensait à un instrument. Elle dit, voudrais-tu faire du violon? Puis là, j'ai dit, bah non, ça fait trop longtemps que j'ai pratiqué, j'ai perdu la main. Veux-tu faire la trompette? Ça me tentait pas vraiment. On discutait de ça. Puis là, elle a dit, tu sais, à ton âge, des jeunes chanteurs, j'avais 16 ans à l'époque, des jeunes chanteurs, il n'y en a pas tant que ça. Puis justement, il y a beaucoup de femmes, ben beaucoup de femmes, c'est relatif, mais il y a beaucoup plus de femmes qui étudient le chant que d'hommes. Euh, donc, elle a dit, si tu as une belle voix, elle dit, je sais pas si tu as une belle voix, mais essayons. Puis si tu as une belle voix, je pense que ça pourrait être ça pourrait être une avenue. Puis elle, m'ayant enseigné la musique quand j'étais jeune, euh, elle se souvenait tu sais, que je chantais juste, que j'avais une bonne oreille, tout ça. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle elle m'a référé à une de ses amies qui enseignait le chant, qui s'appelait Hélène. Donc, cette dame m'a enseigné le chant pendant quelques mois, pendant peut-être 6 mois, un an, je me souviens plus exactement, dans le but, en fait, de voir si c'est quelque chose qui m'intéressait. Puis, dès les premiers cours, elle a su me transmettre son amour pour le chant. Euh, Moi, finalement, j'ai découvert une nouvelle discipline en fait, que j'ignorais pratiquement complètement l'existence. J'avais presque jamais écouté d'opéra de ma vie. Euh, et puis, tout d'un coup, elle me présente ça, elle me fait chanter. Je me sens, quand on chante, on se sent d'une certaine façon. Ceux qui ont déjà chanté dans des chœurs le savent. Ça apporte des sensations vraiment uniques. Puis j'ai aimé ça. Puis on a décidé de poursuivre. Et puis c'est vraiment, la passion a commencé à se développer à partir de là. Je dis vraiment commencer à se développer parce que j'étais à mes tout débuts, puis j'avais aucune connaissance là, sur l'art lyrique. Donc, je pourrais pas. Comme je disais au tout début, c'est pas une passion qui date d'il y a si longtemps. Là. C'est une passion que je développe depuis maintenant à peu près, je dirais, à peu près 13 ans. Là. Donc, c'est pas depuis que je suis bambin là, que je pense à ça. Mm. Donc voilà, donc il y a des circonstances qui ont fait que vous vous êtes rapproché de, de l'art lyrique. Donc, bon, pas généralement, mais souvent, quand on questionne, quand on lit les biographies de chanteurs, de musiciens, on voit qu'ils sont nés dans des familles de musiciens, dans un environnement de musiciens, de chanteurs. Ouais. Mais c'est pas votre cas. C'est pas mon cas exactement. C'est ça que j'ai une histoire. Ben, je suis pas le seul. On est nombreux à avoir des histoires différentes, mais oui, j'ai plusieurs de mes collègues surtout ceux qui jouent des instruments, je dirais même, mais qui ont grandi dans les familles de musiciens. Euh, mais- On est souvent influencé par l'environnement dans lequel on vit. Euh, voilà, mais ouais, tout. la vie des gens elle est différente. Donc, voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents tous les enfants avaient des intérêts différents et mes parents nous envoyaient, nous encourageaient dans la direction qui nous intéressait personnellement, nous. Donc, ils nous ont pas forcé à faire quoi que ce soit. Puis moi, ils ont vu que la musique, ça m'intéressait. Donc, ils m'ont encouragé à faire ça. Hugo, vous êtes lauréat de nombreux concours et prix. Que représente-t-il pour vous et quel bilan faites-vous de ces sacres? Moi, je dirais que, en gros, euh, pour moi, les concours, ça a été quelque chose qui m'a confirmé que, que j'avais fait le bon choix. Le bon choix, c'est-à-dire de dévouer ma vie au chant. Parce que j'ai toujours, ben pas toujours, mais ça faisait longtemps, quand j'ai fait mes premiers concours importants, ça faisait quand même plusieurs années que j'étudiais le chant. Puis j'avais beaucoup d'amis qui m'encourageaient. Là. À Québec, ici, j'ai plusieurs amis assez proches qui m'ont toujours poussé dans la direction du chant. Puis moi, j'étais un peu, c'est-à-dire, je n'étais pas réticent, mais
donc, je me disais, ah oui, je vais faire ça, mais ça va rester un passe-temps, je vais faire ça, je vais être choriste, etc. Mais donc, ils m'ont encouragé dans une direction, puis ma professeure, Patricia, elle m'a encouragé dans une direction aussi. Puis ce que ça fait, c'est qu'ils m'ont encouragé à m'inscrire à des concours, puis moi, je me disais, ben, pourquoi pas? Mais j'avais pas nécessairement une grande confiance en moi. Puis ces concours-là, qu'est-ce qu'ils m'ont permis de développer, en fait, ils m'ont permis de prendre conscience que ce que j'avais, c'était quand même, ben, Glorieux. c'est unique. Toutes les voix sont uniques, mais c'était assez important pour que je sacrifie comme une bonne partie de ma vie. Donc, ces concours-là, tu sais, moi, je suis arrivé d'un peu nulle part, puis j'ai fait le concours du Canada, justement, c'est la première fois que je le faisais, du moins comme adulte. C'est la première fois que je le faisais, puis je remportais un premier prix. La même année, j'ai fait le concours de l'Orchestre symphonique de Montréal, qui est le plus gros concours canadien. Euh, puis je gagne le Grand Prix aussi. Donc, ces choses-là m'ont comme fait réaliser que, ah, OK, j'ai vraiment quelque chose. Mais, donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ce que ça l'a fait. Et puis, évidemment, ça m'a permis de, de commencer à bâtir une renommée, là, un respect du milieu, ou simplement une exposition, c'est-à-dire que mon nom était affiché un peu partout dans les médias, tout ça. Donc, ça m'a permis de très, très, très bien partir ma carrière. Puis ça, j'en suis conscient. Si ça n'avait pas été les concours, je serais un peu dans le même bateau probablement que certains de mes collègues qui ont beaucoup de talent, mais qui ont de la difficulté à se faire reconnaître. C'est pas évident, c'est vrai. Euh, Hugo Laporte, vous avez été invité en concert au Canada, en Europe et en Asie. Quel effet cela fait-il de chanter au-delà des frontières et d'être applaudi à l'étranger? Quelle sensation? C'est c'est un très bon cheminement, parce qu'on parlait dans la question précédente de la renommée, tout ça. Puis justement, il y a plusieurs aspects à ça, mais le fait de chanter à l'international, puis d'être applaudi à l'international, ou de risquer de ne pas être applaudi à ce compte-là, mais euh, le fait d'aller chanter comme ça à l'international, de se présenter devant un public qui ne nous connaît pas, ben, c'est une leçon d'humilité. On se rend compte que finalement, que, no- que notre nom est passé dans les journaux au Canada, que les gens, les Canadiens, soient au courant qu'on a gagné un concours, ben ça sert absolument à rien quand on va chanter sur un autre continent, là. Les gens, ils connaissent pas le concours de musique du Canada. Bon, ils peuvent lire la bio, certainement, Donc, mais s'ils lisent pas la bio, tout ce qu'ils ont pour apprécier mon art, c'est mon art. Donc, il y a quelque chose, il y a une leçon d'humilité là-dedans, puis ça nous rappelle que le plus important dans notre art, c'est de bien pratiquer notre art, puis de le peaufiner, de le perfectionner. C'est ça qui compte après tout, parce qu'un nom, une réputation, une renommée, ça vaut pas grand-chose quand notre public ne nous connaît pas. mais certes, ça fait grandir un artiste, le fait comment dire, de se présenter comme ça dans des concerts à l'étranger. D'autant plus que, comme vous venez de le préciser, pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, donc forcément, euh, on va vous juger. Quand je dis juger, on va vous critiquer. Donc sur l'instant où vous vous êtes représenté, où vous avez chanté. Donc voilà, donc parfois quand on chante à l'étranger, on- ça passe ou ça casse. Soit on est performant, soit on laisse de mauvais souvenirs. Vous êtes avec moi? C'est ça. Il y a pas, l'aspect de comparaison qu'on peut faire au niveau local et régional n'existe pas vraiment. Des fois, ici, disons que je fais un concert, mon premier rôle, disons, à l'Opéra de Montréal, j'avais des critiques, j'ai eu peut-être une douzaine de critiques, elles ont toutes été très positives, mais les gens parlaient de moi comme en sachant déjà j'étais qui. Les critiques disaient disons, c'est son premier rôle à l'Opéra de Montréal. Ils disaient c'est son baptême de feu. Donc, les gens partaient de qui j'étais, de qui me connaissait, de qu'est-ce qu'ils connaissaient de moi pour me juger.
Donc, ils partaient de quelque chose. Tandis qu'à l'étranger, j'ai lu des critiques de mes concerts à l'étranger, puis souvent, c'est un peu plus neutre parce qu'ils n'ont pas de relation d'attachement. C'est un peu plus neutre. Ils vont juger un peu, ils vont dire ah, le chanteur a bien chanté, mais il n'y a pas il y a pas la notion de comparaison avec le passé ou tout ça. Puis je trouve que c'est intéressant, puis ça montre justement on peut pas s'en sortir. Ce qui compte, c'est la qualité de la prestation artistique, Voilà. vraiment. Voilà. En général, c'est les enseignements qu'on apprend qui sont bénéfiques concernant Ouais. le concert à l'étranger. Euh, Monsieur Laporte, étant vous-même jeune espoir lyrique, qu'évoque pour vous la relève lyrique et le patrimoine artistique? Bon, euh, qu'est-ce qui évoque pour moi la relève lyrique? C'est un très grand sujet. Je pense que d'abord et avant tout, euh, la relève lyrique, souvent on pense à la relève comme si c'était quelque chose là, qu'on pouvait mettre dans une boîte, là, mais on peut pas vraiment définir la relève parce que tout ça, c'est dynamique. Hein, puis les gens, les Pavarotti de ce monde ont déjà été de la relève. Euh, donc, je vois souvent des commentaires, surtout sur Internet, parce les gens peuvent facilement critiquer. Je vois souvent des commentaires par rapport aux vieux, aux anciens chanteurs et aux nouveaux chanteurs. Puis la plupart des gens vont tout le temps dire ah, les anciens chanteurs étaient mieux. Ah, ils vont toujours dire que les grands étaient mieux. Puis je trouve que le fait de toujours penser aux grands ou aux gens qui sont dans l'apogée de leur carrière et puis de uniquement parler d'eux, ben ça serait extrêmement nocif euh, pour ce domaine, pour le domaine de l'art lyrique. Je pense que il faut l'attention principale dans le domaine de l'art lyrique, ça ne doit pas être uniquement pour les très très connus, les gens en grande carrière, mais ça doit être et non uniquement pour la relève, mais je pense qu'on doit quand même donner une importance, euh, une grande importance à la relève artistique, du moins à la relève lyrique, parce que c'est le futur. Les prochains, nos futurs Pavarotti, nos futurs Alagna, aujourd'hui, c'est des jeunes. Aujourd'hui, ils ont mon âge. Aujourd'hui, ils ont même 10 ans de moins que moi. Il y en a qui commencent tout jeunes puis qui sont très, très talentueux. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les jeunes, même si ils n'ont pas autant de maturité que les vieux, ils n'ont peut-être pas autant d'expérience, autant d'expression. Bref, on peut bien dire qu'ils ont bien moins que certains grands artistes qu'on connaît. Mais tous les grands artistes ont commencé à quelque part, puis faut pas oublier ça. Donc, je pense que c'est extrêmement important d'encourager la relève. Et puis, sur une autre note, c'est tellement difficile faire une carrière d'interprète, de musicien de nos jours. Là. Ça a peut-être toujours été, mais euh, le faisant moi-même, je peux en témoigner. Et connaissant beaucoup, beaucoup de gens dans le domaine, c'est extrêmement exigeant pour le moral, mais aussi au niveau financier, c'est très difficile parce que on a très peu de soutien de l'État. On en a, ça existe. Des fois, les politiciens n'hésitent pas à rappeler combien de millions tout ça ils donnent aux artistes, mais à la quantité d'artistes qu'on est et l'importance que l'art vivant a dans un pays, dans une communauté. La relève, je voulais aussi parler de toutes ces valeurs que vous véhiculez en assurant la relève. Oui, Ça permet aux valeurs artistiques de votre région, du Canada tout entier, de l'art lyrique en général. L'art lyrique, il est au niveau international. Donc voilà, donc au Québec, au moins, ça permet aux valeurs du patrimoine artistique de se perpétuer, de rester en vie. Voilà, le plus oui, grand. tout à fait. Puis ça doit être comme ça finalement, dans tous les pays. Ça doit pas être, on doit pas dire, par exemple, ah, les chanteurs, les Allemands, c'est les meilleurs, donc on doit encourager plus les Allemands. Non, au contraire, parce qu'il y a une richesse dans la culture de chacun, une force. Donc, il faut vraiment encourager ça. Puis il faut que les gouvernements de tous les pays, il faudrait
qui encourage les artistes à se développer et à s'exporter. Il n'y a pas de mal à s'exporter, là, pas du tout. C'est très riche, comme on parlait tantôt, chanter à l'étranger, ça apporte une grande richesse. Donc, on doit encourager nos jeunes chanteurs de se développer, de se perfectionner pour développer leur carrière à l'international. D'autant plus que euh, l'opéra a plusieurs styles. Déjà qu'il soit chanté en italien, ou qu'il soit chanté en anglais, ou bien en français, il diffère. L'art lyrique lui-même a plusieurs styles. Donc, Exactement. Et je pense que comme Québécois, pour nous, comme Québécois, on a un devoir de défendre le répertoire francophone, voilà. comme d'autres communautés francophones partout dans le monde. Mais on a ce devoir-là parce que c'est une grande richesse qui, malheureusement, si on fait pas attention, ça peut se perdre. Donc, l'opéra italien, je pense que l'opéra italien se perdra, va difficilement se perdre parce qu'il est tellement répandu. Mais l'opéra français, c'est quand même un répertoire un peu moins répandu, un peu moins. Donc, je pense que c'est important d'avoir des gens qui se spécialisent là-dedans chez nous, en France, en n'importe quel endroit qui a un fort patrimoine francophone doit défendre ça, là, certainement. Parfait. Et des nouvelles œuvres également. Il ne faut pas oublier les nouvelles œuvres aussi. Monsieur Laporte, vous collaborez avec la soprano Leila Maréchal-Foun. Vous avez participé à un de ces concerts virtuels au mois de juillet dernier et au mois de septembre au concert de musique baroque en compagnie de Leila Chelfoun et des choristes du Fogel sous la direction de Maestro Luc Beauséjour et son ensemble clavecin en concert. Parlez-nous de cette relation et de ce Ouais. concert. Ouais, donc, la relation que j'ai avec Madame Chalfoun, Leila, comme je l'appelle dans nos conversations de tous les jours, ça fait plusieurs années qu'on développe cette relation-là, puis ça a commencé, on parlait de concours au début, ça a commencé juste avant que je remporte un grand concours. Et puis ça a bien tombé parce que moi, finalement, j'ai développé ma relation avec elle comme agente. Elle était mon agente, juste au moment où j'en avais besoin. Donc, j'avais besoin tout d'un coup, j'avais des appels pour négocier des contrats, etc., etc. Puis, elle était là pour ça. Donc, je pense que c'est bien tombé pour moi, c'est bien tombé pour elle aussi, évidemment, parce que d'avoir un artiste qui vient de gagner un grand concours, c'est très bon aussi pour une agente. Mais Leïla est pas seulement agente. Elle est aussi directrice artistique, elle a été directrice générale. Bon, je ne sais plus quels sont ses titres, nombreux titres au festival, mais certainement, c'est une femme remplie d'idées et comment dire, pleine de volonté. Je pense que c'est une des personnes avec le plus de volonté que je connaisse sur cette planète. Dès le début de la pandémie, je peux donner un exemple, dès le début de la pandémie, elle était tout le temps, à chaque fois qu'elle m'appelait, elle me disait, inquiète-toi pas, Hugo, ça va bien aller, j'ai plein de projets, elle me parlait de ses projets, tu vas voir. Puis là, j'ai appelé telle personne, telle salle, j'ai réservé plein de salles, puis là, elle réservait des salles, puis là, les salles écrivaient pour dire que c'était annulé, mais elle continuait à réserver des nouvelles salles, créer des nouveaux projets. Donc, elle était tout le temps en train de créer des projets. Et elle est vraiment, vraiment incroyable là-dessus, là, c'est vraiment épatante. Puis moi, la relation aussi que j'ai avec elle me permet d'être très présent au festival. Depuis 6 ans, je crois que je suis la tête d'affiche. Même des fois, je lui dis que peut-être elle devrait choisir une nouvelle tête d'affiche. J'ai dit, peut-être tu trouves que j'ai une belle tête, mais mais il y en a d'autres qui ont des belles têtes aussi. Tantôt, on parlait de relève. Ben, j'ai dit, peut-être tu pourrais trouver quelqu'un. Parce que moi, c'est un honneur à chaque fois, mais je me dis, il y en a d'autres aussi qui ont du talent, là, tu sais. Mais sinon, si je peux revenir aux 2 concerts qu'on a fait cet été, c'était quand même sympathique parce que, bon, vous savez qu'on est dans une situation bien spéciale pour le spectacle. Euh, les salles de concert sont fermées. Elles ont rouvert à un moment donné pour pas longtemps, puis elles ont fermé. Donc là, on est retombé dans un genre de confinement.
Et puis à l'été, c'est ça, on pouvait pas faire de concerts dans les salles. Donc Leila a décidé de faire des concerts barbecue qu'elle appelait. Donc concerts dans le jardin du festival. Le festival a une maison. Puis dans le jardin du festival, il y a une belle rivière qui longe à l'arrière. Puis elle a décidé d'organiser des concerts. Puis elle m'a invité à plusieurs d'entre eux. Là. Puis il y en a deux qui ont eu lieu cet été, un en juillet et un début septembre. Puis c'était vraiment, vraiment bien. Le premier, c'était avec mes deux amis, Suzanne Tafo et Michel-Alexandre Bocart. C'était vraiment, c'était des belles retrouvailles. C'était un de mes premiers projets, là, peut-être même mon premier projet depuis la pandémie. Ça a fait beaucoup, beaucoup de bien, ça. Puis il y avait aussi, il y avait un petit public, peut-être je pense que c'est 10 personnes, quelque chose comme ça. Mais ça fait beaucoup de bien, vraiment, de retrouver mes amis musiciens, faire la musique en vrai. Et puis, le concert suivant, c'était avec Luc Beauséjour, comme vous avez bien dit, et son ensemble Clavecin en concert, avec qui j'ai fait, avec Radio-Canada, j'avais fait Noël dernier. C'était Noël 2018. On a enregistré un concert à l'Église de la Visitation à Montréal. Et puis, c'est un concert qui a été diffusé par Euro-Radio un peu partout dans le monde. Puis, apparemment, on a reçu le prix du concert le plus apprécié de tous les concerts de Noël d'Euro-Radio. Puis, ils nous ont demandé la deuxième année de renouveler les droits de diffusion. Donc, on a été diffusé 2 années de suite avec Luc Beauséjour et son ensemble un peu partout dans le monde là, à Euro-Radio. Donc, ça, c'était un très beau coup dont on était très fiers, un très beau concert. Et puis, ça faisait depuis ce moment-là que Luc et moi, on se disait que ce serait vraiment intéressant de retravailler ensemble. Puis Luc, c'est un des plus grands musiciens là, au Québec. Donc, c'est toujours un honneur de travailler avec. Puis, c'est un concert de musique baroque, c'est sa spécialité à lui, pas à moi. Moi, c'est pas ma spécialité, mais c'est quelque chose que j'aime toujours faire. Puis, j'aime continuer à entretenir et à développer. Donc, c'était une belle opportunité que Leila nous a donné à Luc, son ensemble et moi. Grâce à elle, ça a permis de maintenir le flambeau allumé virtuellement. Oui, le Mais, flambeau ici, là, tu sais, il y en a un aussi à l'intérieur de chacun de nous. Puis peut-être même le public, pour rappeler au public qu'est-ce que ça fait de voir un concert. Même si, même si c'est pas en salle, mais qu'est-ce que vous voulez? quand même, ça a permis de créer de belles retrouvailles Ouais. entre amis artistes. Voilà. Monsieur Laporte, pourriez-vous nous dire quelles sont les difficultés et les obstacles que vous avez dû affronter depuis vos premiers pas dans le monde de la scène? Je dirais que des petits obstacles, on en a tout le temps. Des petits, moyens obstacles, on en a constamment. Il y en a même qui en vivent des gros obstacles. Mais pour ma part, j'ai été chanceux, j'ai évité quand même les gros obstacles. Je dirais que les obstacles majeurs que j'ai eus, c'était à la fois les plus grandes réussites. C'était comme, ou disons, un contre-coup ou une conséquence des réussites. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que on parlait des concours, tantôt, c'en est un bon exemple. Disons que avant le concours, j'étais pas du tout connu en dehors de ma région, vraiment. Puis moi, je pratiquais de mon côté, je développais mon truc. Puis là, tout d'un coup, je gagne 2 concours importants au Canada. Euh, et puis là, tout d'un coup, les gens se mettent à parler de moi, les gens se mettent à appeler Leila pour proposer des contrats, négocier des contrats. Euh, Puis moi, j'étais un gars à ce moment-là de quoi, 23 ans. Puis, puis tout d'un coup, ça m'arrive comme ça, pas disons pas j'avais de l'expérience, mais peu d'expérience, en tout cas peu d'expérience sur des grandes scènes. Puis là, tout d'un coup, tout arrive comme ça, des organismes qui ont l'habitude d'engager des chanteurs professionnels de haut calibre. Puis là, ils m'engageaient moi, par exemple l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Opéra de Québec, etc. Donc ça, c'est un gros défi parce que on part de, comment dire, les gens n'ont pas d'attente envers moi et tout d'un coup, les gens ont de très hautes attentes envers moi.
Puis ça oblige à travailler très fort. Non seulement pour être au niveau, mais euh, parce que le chant, c'est toujours une question de se remettre en question constamment. Parce qu'on peut pas juste dire je vais livrer la marchandise dans le sens euh, on peut pas dire les gens veulent que je sonne comme ça, il faut que je sonne comme ça, il faut que ma voix sonne comme ça. Non, c'est une expérience de vérité. Faut faire la balance entre la vérité et puis le travail, puis rendre la marchandise. Donc, il faut toujours aller chercher, oui, développer la voix, développer l'instrument, développer la technique et tout ça, mais toujours en cherchant la vérité, puis en développant, parce qu'avec l'âge, la voix développe. Donc, ça, c'est un gros défi aussi. C'est qu'on m'offre des contrats, mais il faut pas que j'oublie de pas juste faire les contrats, les chanter, puis m'en aller, c'est tout. Non, il faut toujours que je me remette en doute à tout instant avec mes professeurs, que je leur dise est-ce que ma voix est correcte, est-ce que j'ai développé des mauvais plis, tout ça. Parce que quand on se met à chanter beaucoup puis à être très occupé, à travailler, à faire des fois 3 ou 4 concerts par semaine, euh, on n'a plus le temps, on pense qu'on n'a plus le temps de pratiquer, mais il faut trouver le temps de pratiquer. Puis ça a été un gros défi. Continuer à développer ma voix, pas juste pour qu'elle reste belle, mais pour qu'elle s'améliore. Puis encore aujourd'hui, je travaille, j'ai des cours là, 2 fois par mois en général, des fois plus, des fois moins, mais en général, 2 fois par mois, j'ai des cours avec ma professeure en France, par Skype. Puis, donc ça, c'est un gros défi. Être sûr que la voix reste belle, mais euh, qu'on puisse quand même livrer la marchandise là, pour les contrats signés. Tout ça. Et puis, je dirais vraiment que c'est ça. C'est le fait d'avoir gagné tout d'un coup une renommée. Ça m'a forcé à travailler, à mettre les bouchées doubles, vraiment. Là. Et puis, c'est dans ces obstacles, généralement, qu'on se perfectionne et comme vous venez de le préciser, qu'on Exactement. qu'on fait ça. Exactement. Si je peux vous garantir là, avec certitude que j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui, pas du tout, si j'avais pas eu autant de succès. Je pense qu'avec le succès, il y a des risques. Avec les succès, il y a des risques de perdre la qualité si on fait pas attention. Mais je pense qu'avec le succès, il y a aussi le risque de bien le prendre, de bien en profiter, puis de travailler fort, puis d'augmenter notre art, de perfectionner notre art de façon importante. Puis moi, je peux vous dire, j'écoute les trucs que je faisais à mon concours il y a 5 ans, il y a 6 ans. Je trouve ça, je suis fier encore, c'est des beaux souvenirs, mais je vois qu'il y a énormément de chemin parcouru depuis. Là, puis moi-même, je sais parce que c'est moi qui ai travaillé, mais j'écoute le résultat dans le passé, puis je sais qu'est-ce que je fais aujourd'hui, puis ça n'a rien à voir. Là. Ça a tellement, tellement changé depuis. Puis je dois beaucoup à mes professeurs, mes coachs là, pour ça, mes amis qui m'ont encouragé. Mais ça a été un gros, gros, gros défi. Pendant la première année que j'ai gagné le concours, j'ai beaucoup moins vu mes amis. Là, j'avais plus beaucoup de vie sociale. Toutes mes activités que je faisais, j'étais animateur dans les scouts. J'ai dû annuler ça. J'ai dû laisser mon emploi. Je voyais plus mes amis. Je manquais tout le temps l'école, l'université. Ça a été quand même un gros défi. Là. Mais un défi, comme on disait, un défi positif. L'élément déclencheur de ce défi-là a été positif. Et puis la conclusion est positive aussi, finalement. Mais ça a quand même été beaucoup de travail entre les deux. Là. Surtout dès le moment surtout quand on est appelé à faire des choix et à prendre de grandes décisions. Donc, Mm. voilà, on gagne en maturité et c'est là qu'on apprend le mieux à affronter tous ces obstacles dont on parle. Voilà. Ouais. Justement, vous pourriez nous parler de vos objectifs, de vos projets futurs. Vous, pourriez-vous nous Ouais. parler de vos ambitions? Quelles sont vos ambitions, Monsieur Laporte? Moi, je suis un. J'essaie de ne pas passer du coq à l'âne, mais ça, peux introduire un peu mes objectifs avec et revenir à la question numéro 1. Votre première question était qui est Hugo Laporte? Puis,
je veux revenir à cette question-là parce que c'est important pour plusieurs raisons. Première chose, qu'est-ce que j'avais dit que ce qui me passionne avant tout, c'est la musique. J'ai d'autres passions dans la vie, là, mais si on parle de Hugo Laporte baryton, c'est la musique. Euh, et, et donc, mes objectifs, mes ambitions sont vraiment liés à ça. Sont pas liés à la renommée ou à l'argent ou à quoi que ce soit ou même à. C'est pas lié à des rêves fous de, disons, dire je voudrais chanter tel rôle sur telle scène. Je me suis souvent fait poser la question par des journalistes. C'est quoi votre rôle de rêve, votre scène, sur quelle scène vous aimeriez chanter? Puis ma réponse, c'est tout le temps, moi, je veux être où est-ce qu'il y a de la belle musique à faire. Pour moi, il y a tellement une richesse. Vivre votre Une- passion. Moi, je dirais vivre votre Vraiment? passion pleinement, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis des fois, les gens, ils font ah, t'es donc bien chanceux, tu voyages, tu vas en Italie, tu vas. Puis je fais comme, ben, je suis chanceux de faire la musique. Le voyage, c'est pas ma passion, le voyage. Tu sais, moi, si je pouvais faire de la musique de qualité tous les jours en restant dans ma ville natale, ben là, il y a d'autres, ça impliquerait d'autres choses, là, mais vous voyez où je veux en venir, c'est que moi, mon but, c'est pas d'être sur les grandes scènes, C'est pas mon la but, c'est faire gloire. la musique. C'est pas la C'est gloire. pas la gloire. Mes ambitions, c'est pas la gloire. Mes ambitions, c'est faire la belle musique. Puis pour moi, à chaque fois que je travaille une œuvre, je deviens de plus en plus exigeant sur cette œuvre-là. Donc, je veux toujours la peaufiner. Puis aussi, mes collègues, les collègues avec qui je travaille, ben, on est tous comme ça, mais je deviens plus exigeant envers eux aussi. Même si c'est pas moi qui dirige, mais vous voyez, vous aussi, vous travaillez sans doute avec des collègues parfois, puis plus on nous-mêmes, on gagne l'expérience, plus on gagne des connaissances dans nos domaines, plus on est exigeant envers nos collègues parce on veut que le travail se fasse bien. Donc, moi, c'est le même principe. Je fais une œuvre. Là, je chante un opéra dans une petite maison d'opéra régionale, disons. J'ai énormément de plaisir avec tout le monde. Tout est beau, tout est plaisant, etc. Mais qu'est-ce qui va nourrir ma passion? Ben, c'est de refaire la même œuvre, mais avec des collègues, soit les mêmes collègues, mais qui ont continué à peaufiner, ou avec de nouveaux collègues qui sont d'encore plus haut niveau, ou simplement avec des nouveaux collègues qui ont de nouvelles idées, un nouveau metteur en scène qui a une nouvelle conception artistique de tout ça, un nouveau chef d'orchestre qui a une nouvelle conception musicale de tout ça. Donc, moi, c'est vraiment, mes ambitions, c'est vraiment ça, c'est découvrir les œuvres, les approfondir, les travailler avec des différents collègues. C'est pas de voyager, c'est pas de chanter à la Scala, mais c'est quand même ce que je fais parce que la musique, elle est riche, puis elle est diversifiée, puis elle est présente partout dans le monde. Donc, finalement, c'est un effet secondaire que de voyager et que d'être reconnu. Je dirais que c'est un effet secondaire. Pour vous, le plus important, c'est ce que vous apporte la musique et le chant dans votre vie de tous les jours, ce que vous apprenez de vos collègues, des personnes qui vous ont précédé dans cette profession. Voilà, c'est un tout que vous essayez de perfectionner au jour le jour, outre le côté financier ou bien comme vous venez de préciser, de faire des voyages, d'être connu, qu'on parle de vous partout et tout. Donc vous, c'est beaucoup plus une passion. Oui, et puis, je dois préciser, je parlais de musique, mais de plus en plus, ma passion pour la voix, pour l'art lyrique, vraiment le côté lyrique de la chose, m'intéresse de plus en plus. Donc, peut-être que ça, éventuellement, ça va amener vers de l'enseignement, par exemple. Enseignement ou bien que vous développiez cette profession pour éventuellement faire du théâtre, par exemple. Aussi, ben, ça pourrait, en fait, c'est dur à dire c'est dur à dire comment la passion se développe, hein, parce que euh, tu sais, l'opéra, c'est du théâtre chanté, si on peut résumer ça comme ça. Donc peut-être que la passion va aller vers le théâtre, je sais pas. Mais ouais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
Monsieur Laporte, on va revenir à la Scala de Milan, qui est programmée pour 2023. Dans quel état d'esprit préparez-vous ce grand rendez-vous? Euh, il y a comment dire? D'abord, je suis très heureux parce que je sais que ça va me pousser à travailler très fort, Vous surpassez. à me surpasser, c'est ça. Ça va me pousser à me surpasser. Donc ça, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Ça va me... Les mois qui précèdent cet engagement-là, c'est des mois qui vont être très riches en apprentissage et en remise en question, parce faut que j'arrive là-bas avec un esprit, comment dire, ouvert. Là. Tu sais, quand on arrive à quelque part, dans la Scala, comme ça, ou n'importe où ailleurs, faut pas arriver en ayant en tête, moi, je vais le chanter comme ça, puis moi, mon personnage, il est comme ça. Puis, tu sais, il faut pas se donner d'idées préconçues comme ça. Il faut arriver là-bas en ayant imaginé un peu toutes les possibilités de mise en scène, vocale, musicale. Fait qu'il faut vraiment avoir travaillé de toutes sortes de façons. Puis, moi, c'est finalement, qu'est-ce qui me plaît beaucoup dans cette aventure-là, c'est les mois qui précèdent. Les mois, les semaines, parce que les semaines même vont être encore plus intenses, les semaines qui précèdent. Et puis ensuite, être là-bas, c'est sûr que les attentes sont extrêmement hautes là-bas. Fait qu'il y a un certain stress. Je vais arriver là, c'est sûr, avec un certain stress, je peux pas le cacher. Euh, mais je vais essayer d'être le plus libre possible, au niveau artistique, le plus libre possible, être capable de m'exprimer sans que le stress entre en conflit. Là. Euh, Puis j'ai hâte de travailler avec ces grands musiciens-là, parce que la Scala, elle a engagé parmi les plus grands musiciens ou les plus grands artistes de tous les temps, en fait de tous les temps, de l'époque, depuis la création de la Scala. C'est vraiment des grands noms de l'opéra qui ont chanté là et puis qui chantent encore là à tous les mois. Je ne sais pas si c'est rouvert, là, la Scala, mais quand j'y étais, je regardais les noms, Diana Damrau, etc. Tu sais, Jonas Kaufmann, c'est ça, comme à toutes les semaines, c'est des grands artistes comme ça qui sont là. Donc, pour moi, C'est une belle conquête quand même. C'est une belle ouais, conquête. c'est une belle conquête, me dire que je suis capable d'être sur les mêmes scènes que ces gens-là. On vous souhaite une grande réussite ce jour-là. Monsieur Laporte, on va aborder un sujet un peu triste. Donc, puisqu'on ne peut pas évoquer l'art et la culture sans évoquer la pandémie et ses contraintes, notamment pour le monde du spectacle, plusieurs concerts ont été annulés au Québec, plusieurs salles ont dû fermer à cause de la deuxième vague de Covid-19. Donc voilà, le reconfinement. Que ressentez-vous et à quel point les artistes souffrent de cette situation actuellement? Mm. Euh, je voudrais que c'est sûr que c'est une situation qui est très grave. Il faut pas le cacher. Faut pas le nier. Là. C'est très grave au niveau, bon, à toutes sortes de niveaux, mais là, on se concentre sur l'artistique parce que sinon, on pourrait en parler pendant des heures, voire des semaines. Mais c'est très grave parce que les artistes sont déjà dans une situation déjà précaire, même quand tout va bien. Même quand tout va bien, même quand le gouvernement donne ses bourses habituelles, même quand l'économie va très bien, les artistes ont quand même une situation très précaire, de façon, je dirais, en très, très grande majorité. C'est facilement 95% des artistes professionnels qui sont dans une situation précaire au niveau financier. À moins, c'est-à-dire que des fois, il y en a qui ajoutent un peu, qui font d'autres emplois, d'autres professions en même temps. Mais comme artiste à temps plein, c'est très difficile. Puis là, en ce moment, c'est encore pire. Donc, je dirais que il faut pas non plus faut pas se Désespéré. le cacher. Euh, il y a beaucoup d'artistes qui vont juste arrêter et faire autre chose. Ça, c'est certain. Et donc, ça, on parlait de richesse dans la culture, on parlait de richesse dans la relève parce que
c'est beaucoup la relève qui est active et qui essaie de percer en ce moment. Il y en a plusieurs d'entre eux qui vont quitter à cause de la pandémie, malheureusement. Donc, c'est dommage parce qu'on va perdre une richesse qui est liée à la culture, mais une richesse qui est liée à la personnalité de chacun, parce que chaque artiste peut apporter quelque chose d'important dans le domaine. On ne sait pas, disons, quelqu'un qui aurait voulu percer, puis qui finalement il décide d'abandonner pour trouver un autre emploi, puis faire autre chose finalement à cause de la pandémie. On ne sait pas, peut-être que ça aurait été notre prochain Caruso. Tu sais, c'est dur à mesurer les impacts. Et puis, évidemment que pour les salles de concert, ça va causer, il va y avoir des effets aussi, mais je dirais que les plus touchés, ça va toujours être les artistes, les interprètes, voir les metteurs en scène aussi, les gens qui sont les artisans de la scène. Les artisans de la scène, les techniciens, tout ça, quand tu n'as pas de spectacle, tu n'as pas besoin de technicien de scène. Donc, honnêtement, je ne sais vraiment pas parce que je ne suis pas du tout une des personnes les plus informées sur le sujet, mais ça va être très difficile. Puis moi, le plus important pour moi, c'est de pas que les décisions que je prenne par rapport à, disons, à la suite de ma carrière, que ces décisions-là ne me soient pas imposées. Donc, j'espère que, disons que moi, je ne serais pas malheureux, disons que si je prenais la décision de dire, moi, j'arrête le chant et puis j'arrête tout ça, mais que je le prends de mon plein gré, ça ne serait pas une tristesse pour moi, ça serait, vous comprenez, si c'est de mon plein gré, j'ai aucun problème avec ça. Mais le problème, c'est avec la pandémie, c'est que ça met de la pression sur les gens. Puis les gens sont obligés de prendre des décisions sous la pression. Par exemple, d'arrêter tout ça. J'en connais, moi j'en ai consolé de mes amis au téléphone, des amis qui appellent puis qui pleurent puis qui veulent du support. Et je suis certainement pas le seul. C'est vraiment une situation difficile. Puis il y a beaucoup d'artistes qui sont obligés dans l'instant, évidemment, dans l'instant présent, de faire autre chose. Mais il y en a beaucoup qui vont être obligés de faire un autre métier. Ouais. Mais je dois donner des exemples concrets, pas des noms, mais des exemples concrets de types de personnes qui devront arrêter ou disons qui vont être fortement encouragées à arrêter. Moi, je les encourage à continuer, mais la situation, par exemple, de quelqu'un qui a 29 ans, qui a 30 ans, 31 ans, que c'était, disons, sa dernière année où est-ce qu'il pouvait s'inscrire à un concours international. Parce qu'à partir de 32 ans, 30 ou 32 ans, souvent, on ne peut plus s'inscrire au grand concours. Donc, ces gens-là qui disaient, moi, j'étais prêt à me présenter, j'ai 29 ans, et puis là, la pandémie passe, puis là, ils sont rendus à 30 ans, puis là, ils ne peuvent plus s'inscrire. Donc, c'est des gens qui ont développé leur voix, développé leur art jusqu'à là pour s'inscrire à un concours, puis là, tout d'un coup, impossible. Donc, ça, c'est des gens qui font faire, moi, j'ai tout développé pour réussir à remporter des concours. Parce que, honnêtement, faire une carrière sans gagner de concours, c'est tout à fait possible, mais c'est vraiment du étape par étape, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Là. Donc, je pense que, malheureusement, il y a des gens qui, sous la pression économique, sous la pression psychologique, parce que le fait de ne plus pouvoir pratiquer ce qui nous passionne, c'est très dur aussi psychologiquement. Pour toutes sortes de raisons, il y a des gens qui vont abandonner. Donc, je ne sais pas quelle est la solution, malheureusement. On peut pas, je dirais pas aux gens, au gouvernement de rouvrir des salles de concert comme ça sans réfléchir parce que ce serait pas non plus une bonne idée. Mais si je parle du cas du Québec en particulier, là, rapidement, je parle du cas du Québec, on a ouvert les salles de concert pendant quelques semaines, l'été ou début de l'automne. Puis, ça a très bien été. Il n'y a eu aucun cas de transmission dans les salles de concert. Zéro, en tout cas, enregistré. Puis, quand ils ont fermé, ils ont décidé de tout refermer. Ça, j'ai pas vraiment compris ça. C'est pourquoi on a fait les preuves que
on pouvait faire des concerts, que les artistes, que le public, personne n'attrapait la COVID, la transmission était nulle dans ces milieux-là. Mais pourquoi alors est-ce qu'on empêche les artistes de faire Surtout quand de on se présenter? respecte les gestes barrières, quand tout le monde respecte les protocoles sanitaires, donc, et quand la distanciation est respectée, je ne vois pas Ouais. pourquoi, mais ça reste des décisions politiques. Là, on pourrait en débattre des heures et des heures, mais on n'est pas bien placé Ouais. pour prendre ce genre de décision. Non, mais quand on regarde les statistiques, nombre de cas dans les salles de spectacle, zéro. Tu sais. Après ça, on se demande pourquoi c'est interdit. Puis là, au Québec, ils permettent aux gens de se rassembler pour fêter Noël. Puis là, on dit, tu sais, la grande majorité de la transmission se passe dans les lieux privés, évidemment. Les gens font moins attention. Euh, on ferme les salles de spectacle qui sont ça, puis d'autres endroits, là, mais on ferme des lieux dont la transmission est très faible, voire nulle, puis c'est très important au niveau économique, au niveau culturel, mais on permet aux gens de se rassembler chez eux. En tout cas, j'ai un peu de difficulté là, à voir, surtout que ma mère est scientifique, là, puis j'essaie de réfléchir avec un esprit scientifique, puis ça, je la comprends pas tout à fait. Mais bon, je ne suis qu'un musicien. Espérons au moins que cette pandémie va pas trop durer. Ouais. Ben là, on a des bonnes nouvelles par rapport à des vaccins. Hein. Il y a comme trois grandes compagnies de pharmaceutiques qui ont annoncé des vaccins avec une efficacité de 95%. Je pense que c'est très bon signe, puis il faut se réconforter un peu avec ces nouvelles. Gardons espoir. Gardons espoir. Ouais. Voilà, très bien. Monsieur Laporte, si vous aviez un message à transmettre aux jeunes Québécois et Canadiens qui se sont lancés dans l'opéra, quel serait-il? Moi, je dirais, il faut pas le faire juste pour soi, il faut pas le faire juste pour les autres. Euh, et puis, je pense que c'est un peu ça dans tout ce qui est artistique. Si vous voulez faire l'opéra, faites-le. Puis laissez-vous pas dire que c'est pas un métier, que c'est pas possible. Si vous voulez le faire, faites-le. Moi-même, au début, je me disais que c'était pas possible. C'est moi-même je m'étais empêché moi-même de faire ça. Puis il a fallu des gens pour me dire, non, non, tu es capable de le faire. Puis des fois, on peut dire un peu, ça fait un peu cliché de dire, euh, suivez vos rêves, mais il y a du vrai là-dedans. Suivez vos rêves parce que il faut pas penser que c'est pas réalisable. Tous les gens, en tout cas, je dirais tous les gens ou une bonne partie des gens qui ont réalisé de grandes choses dans leur vie, c'est parce qu'ils ont suivi leurs rêves, parce qu'ils n'ont pas écouté des gens qui les ont découragés. Ils ont plutôt écouté les gens qui les ont encouragés. Puis moi, je vous encourage à écouter ceux qui vous poussent dans le dos, ceux qui vous encouragent, c'est ceux-là qu'il faut écouter. Les autres, ben, vaut mieux les ignorer ou leur prouver qu'après plusieurs années qu'ils avaient tort et que vous avez finalement réussi. Donc, lâchez pas. Donc, voilà. Donc, de la part d'un jeune talent lyrique, donc ceux qui verront cette vidéo là, auront une belle. Vous les encouragez à poursuivre leurs rêves et à positiver. Voilà. Mm. J'ai une dernière question, Monsieur Laporte. Oui. Un message, pas aux jeunes qui veulent se lancer là dans l'art lyrique, mais un message à vos admirateurs. Ah! Quel est votre un dernier message pour vos admirateurs avant de se quitter? Message pour mes admirateurs. Ben, d'abord, ça fait longtemps que je vous ai vu. Je m'ennuie de vous. Première chose. Je m'ennuie vraiment de mon public. Puis c'est eux. Tantôt, je disais, faites-le pas juste pour vous, faites-le pour les autres, puis faites-le aussi pour les autres.
C'est vrai parce que j'ai appris, au début, je faisais ça par passion, uniquement la musique pour moi. Puis maintenant, je fais ça pour mon public. Puis, cher public, je t'aime. Puis, j'ai hâte de te retrouver. J'ai hâte de te retrouver parce que c'est toi qui me fais vibrer. Moi, tout seul, je suis capable de faire la musique tout seul, mais quand je suis devant un public, c'est complètement autre chose. Puis, je pense que tous mes collègues seraient d'accord pour dire la même chose. On a hâte de vous revoir. Puis, merci de nous soutenir dans ces épreuves. Merci de nous soutenir, même si pour vous, les concerts virtuels, c'est pas aussi intéressant que des concerts en personne, et je suis tout à fait d'accord. Merci quand même de nous encourager, parce que pour l'instant, c'est la seule façon qu'on peut pratiquer notre art. Donc, vous leur donnez rendez-vous le 8 décembre prochain. Oui, 8 décembre prochain, je crois que ça va être en direct pour le Messie d'Indel avec l'Orchestre classique de Montréal et Maestro Boris Brott. Une première rencontre avec Boris Brott pour moi. Le 8 et ensuite, ce sera du 20 au 27 décembre prochain. Voilà. Oui, j'ai aussi un concert avec le Festival Classica à Montréal le 14 décembre. Je ne sais pas si ça sera à quel moment ça sera diffusé, mais sans doute du 25. Et c'est les quatuors vocales, les valses de Brahms. OK. Donc, un mois de décembre, une fin d'année très chargée. Très chargé, virtuel, mais comme je disais, c'est la seule façon pour faire de la musique de ce temps-ci. Donc, merci infiniment de nous encourager. Voilà. Merci. On vous remercie, Monsieur Laporte, d'avoir accepté cette invitation. Ce fut un plaisir d'entendre vos réponses. Euh, Merci de cette invitation, de ces belles questions. C'est bien. Je suis content de pouvoir aussi peut-être atteindre un nouveau public avec vous. ouais. C'est notre objectif. Voilà. Donc, on vous souhaite bon courage pour vos prochains rendez-vous. Et voilà, à une prochaine rencontre. Oui, Là, tout à fait, avec grand plaisir. là, là, on en est à notre deuxième. La première, c'était avec Go Connexion, Oui, avec Leïla, avec Julie et Madame Sharon. oui. Ouais. Voilà, c'était au mois C'était de, bien, au mois c'était une belle rencontre. ouais, c'était en été, je ne me rappelle plus quel mois. Ouais. Mais Mais comme on dit, jamais deux sans trois. Donc, voilà, donc il y aura une troisième rencontre. ouais. Pourquoi pas la troisième, peut-être qu'on se rencontrera. Si on peut enfin voyager. Voilà, voilà. Voilà, si on peut enfin voyager, espérons que la troisième, espérons que je la fasse au Québec, qu'on fasse Ben notre oui, tour, voilà. ben oui, vous viendrez voir notre beau pays. Voilà, super. Merci beaucoup, Monsieur Laporte. Donc, Merci, prenez soin de vous. voilà. Donc, à la prochaine. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Allez, Merci. merci beaucoup. Au revoir.